Bienvenue dans Ego, un podcast qui invite à dépasser ces derniers pour aller plus loin et adresser à celles et ceux qui souhaitent grandir autant dans l'esprit que dans le corps. Dans l'épisode du jour, je suis pas tout seul, je suis avec un invité. Comment tu vas, Romain? Ça va et toi? Nickel, parfait. Aujourd'hui, on va faire plusieurs sujets. Romain, il a une bonne expérience, que ce soit dans son métier ou dans ses métiers, entre guillemets, parce que soit tu as plusieurs casquettes. On va voir un petit peu tout ça. Comment on s'est connus? Déjà, on peut commencer par là. En fait, au départ, tu faisais juste des petites réflexions sur les stories, Ouais. des réflexions positives. Et après, naturellement, je crois que tu m'as demandé un service de coaching. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis après, on a commencé à travailler ensemble. Et puis voilà, je sais plus combien. On a fait quoi? On a fait 6 mois ensemble. 6 mois. Ouais, c'est Voilà. ça. Puis Ouais. moi, j'étais très content de toi. Et ouais, ça a très bien déroulé, je trouve. Ouais. Ouais, moi, je t'ai choisi parce que, de toute façon, je t'avais dit, c'était surtout le côté scientifique où, tu sais, toi, tu es vraiment renseigné sur comment un mouvement il marche, tout ça. Ouais. Et ça m'intéressait beaucoup toi, en plus du coaching, que tu m'apprennes un petit peu tout ce que tu connais, toi. Donc, ouais, c'est une des raisons pour lesquelles je t'avais contacté pour le coaching. Et même, de toute façon, je t'avais déjà vu à plein de compétitions. La plupart, c'était à Lorient, du coup. Oui. Ouais. Ouais. Je sais plus, il y avait lesquels exactement, mais Celle de la Squad, Ouais. puis après certaines FNSL, mais région Bretagne, quoi. ouais. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas Oui, On bien va sûr. plus commencer par ça, mais bon. Alors, Romain, la trentaine, Sam McLeod sur les réseaux sociaux. Donc, ma profession principale, donc je suis militaire et maintenant j'opère au sein d'un bureau des sports. Donc, je suis en charge de toute la préparation physique, opérationnelle et aussi générale des personnels de mon unité. En parallèle, donc là c'était la première casquette, deuxième casquette, je fais aussi du coaching en distanciel essentiellement dans le domaine du street lifting, c'est là où sur les réseaux je suis le plus connu entre guillemets. Street lifting, mais aussi force athlétique, haltérophilie, parce que c'est essentiellement là initialement que je me suis formé, et aussi athlétisme, voilà, qui était plus en parallèle de la profession militaire, et c'est là où j'ai réussi à avoir quelques clients, à connaître des gens dans le milieu de l'athlétisme, et du coup faire quelques planifications dans ce domaine-là. Et puis, en parallèle de ça, je suis athlète et compétiteur en street lifting. Avant, j'étais powerlifting, mais j'ai complètement arrêté le powerlifting maintenant pour me concentrer vraiment sur l'aspect street lifting qui me passionne le plus. Et puis, c'est un compétiteur en street lifting depuis les débuts, même avant que ce soit vraiment structuré comme du street lifting comme on le connaît à l'heure actuelle. Avant, c'était vraiment du set and rep ou des épreuves d'endurance de force, quoi. C'était, je sais pas si tu as connu ça, mais Pas trop. pas trop. En soi, ouais, je suis dans le. Ouais. Enfin, tu sais, moi j'ai connu le street de toute façon un peu comme tout le monde avec Baki Ludo. Oui, voilà. Mais ouais, tous les trucs endurance, c'est vrai que non, j'ai pas Bah, trop connu initialement, ça. voilà, c'était ça. Bah, moi, Baki Ludo, justement, je les avais vus à ce qu'on appelait les All Bar Games. C'était un peu les Ouais. championnats de France à l'époque du street lifting, l'ancienne monture du street lifting, quoi. Tu avais Muscle Up, tu devais faire des max reps à 12 Ouais. kg, de traction à max rep à 32, et dips, c'était 48 kg. Et il n'y avait pas de squat. Enfin, le squat est arrivé un peu tardivement, mais c'était jamais la même épreuve en squat, de toute façon. Donc voilà, donc j'ai connu ces premières compétitions, puis après les compétitions un peu plus structurées avec la FNSL, les premiers championnats de France, etc. Puis jusqu'à nos jours où je participe encore, ouais, je fais en moyenne 2-3 compètes par an, quoi. Ok. Donc voilà. Donc, un background bien chargé, on va dire, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ton nom sur les réseaux, tout ça, c'est Saint Maclo? Parce que même moi, je sais pas. Ouais. Je t'ai jamais demandé. Ça, j'aurais dû le dire à Marco, ça. Ah, putain. T'es un vrai breton ou pas? Ouais. Ouais. Enfin, d'origine, oui. Ok, d'accord. Ouais. Et bah, en fait, tout simplement, Sam McLeod, en vieux breton, ça se dit comme ça, mais sinon, la traduction littérale à l'heure actuelle, ça veut dire Saint-Malo. Et je viens de Saint-Malo. Ah, d'accord. Voilà, tout simplement. Sauf Ok. que Saint-Malo, tu vois, c'était un peu. Le pseudo était un peu moyen, tu vois. Ouais. Et quand j'ai vu Sam McLeod en vieux breton, je me suis dit, oh, ça va, c'est plutôt stylé. Je suis allé, let's go, on part là-dessus. Ok. Ça Peut-être marche. t'es le premier à me poser cette question. Ouais. Mais souvent, tu vois, c'est par exemple avec Ouzou, j'ai fait un podcast il y a pas longtemps là.
pourquoi Ouzo, tu vois, je me suis demandé ça et à chaque fois, souvent, les gens, ouais, ils ont une histoire derrière leur pseudo et c'est intéressant Ah ouais, ouais. de Ah, la mais connaître, quoi. Donc voilà. Du coup, là, tu disais, on parlait de la Bretagne. Là, actuellement, on est à Crozon. Qu'est-ce ouais, qui t'a amené à. Bah, du coup, on est chez toi. ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à venir habiter ici? Parce que du coup, c'est quand même assez reculé en soi, hein. Même Ouais, si bah, ça attire de plus en plus de gens, un peu trop même. exactement. Mais, Ouais. mais voilà, qu'est-ce qui t'a amené ouais, Ah ouais, alors juste pour contextualiser, Crozon, la presqu'île de Crozon Oui, exactement, c'est vraiment un endroit très reculé. Juste pour que les gens se situent, il n'y a pas de feu rouge ici, il n'y a pas d'hôpitaux. Et puis voilà, enfin, le premier hôpital il est à 1 heure, et il n'y a pas de Mm. McDo, il n'y a rien. Enfin voilà, et c'est très minimaliste. Ouais. Donc, et en fait, qu'est-ce qui m'a amené ici? En fait, tout simplement la profession, quoi. Je suis militaire. Et initialement, j'étais dans le sud de la France. Et quand j'ai voulu basculer bureau des sports, on m'a proposé un poste qui était ici. Donc, moi qui suis breton d'origine, je dit let's go, Ouais. on va voir ce que ça donne. Et bon, je ne cache pas qu'au départ, je suis arrivé ici, j'avais 25 ans. C'est un peu particulier. Et en fait, tu apprécies vite le calme, la Mm. tranquillité, être loin des villes, des bouchons, tout ça. C'est sûr. Donc voilà, tout simplement par la profession. Ok. Et au début, tu as dit que tu étais dans le sud de la France. Mm. T'étais où? Bon, je préfère rester un peu vague Ah, là-dessus, ok, oui, oui, ça me ouais. dérange pas. Mais ouais, j'étais dans le sud de la France, encore une fois, Ok, pour ma profession, quoi. ok. Pour le début du parcours. Ouais, Ok, militaire, ça voilà. marche, ça marche. Et du coup, justement, ton parcours militaire, est-ce que tu peux nous en parler? Bah, pas forcément du coup dans les détails, hein, mais Mm. un petit peu bah, ce qui t'a amené à faire ça, pourquoi tu fais ça, ce qui te plaît pas, un peu tout, quoi. Qu'est-ce qui m'a amené à m'engager dans l'armée? Ouais. Alors, bon, si tu veux un peu tout savoir, j'ai pas eu une enfance, on va dire, très cool, tu vois. Un peu, Mhm. on va dire, la victime, tu vois. La victime du collège et puis après un peu du lycée, même si je ne suis pas resté très longtemps au lycée, parce que je me suis engagé à 17 ans et demi. Et en fait, simplement, en fait, je me cherchais, tu vois, et en fait, c'est pas que je voulais rentrer en conflit contre les personnes, mais j'avais besoin à moi de me prouver que je suis quelqu'un aussi, tu vois, je Ouais. suis un homme, tu vois, que j'avais besoin de m'affirmer. J'étais très timide, introverti, je le suis encore un peu, mais déjà beaucoup moins. En plus, avec cette profession, t'as pas le choix. Mais ouais, du coup, à l'époque, je j'avais pas l'impression d'être un vrai homme, tu vois. Mhm. Et c'est tout con. Mais un soir, je m'en souviendrai toute ma vie, je regardais W9 et je voyais un reportage sur la Légion étrangère. Ok. Et je les voyais faire la marche du képi blanc. Et je dis, putain, je veux faire ça, quoi. Ok. Je veux faire ça. Les mecs, t'avais des Tahitiens, des trucs énormes, des mecs monstrueux qui étaient en train de pleurer, mais qui étaient fiers d'eux, tu vois. Là, je dis, ouais, je veux faire comme lui, quoi. Et en fait, dès le lendemain, je suis parti avec un sac à dos. J'ai pris le train tout seul, fort de nos gens. J'ai été faire les sélections pour la Légion étrangère. Et là, je remercie cet instructeur qui m'a dit, mais en fait, la Légion étrangère, c'est pas pour toi, quoi. C'est un univers particulier, la Légion étrangère, et c'est très mal vu, un Français qui va à la Légion étrangère. Ok. C'est plus les étrangers, tu vois. Enfin, tu Ouais. vois, Légion étrangère, tu vois. Et donc, quand tu as un Français qui s'engage là-dedans, c'est un peu mal vu, tu vois. Ok. Et donc, il m'a dit, va dans un régiment béret rouge, un truc comme ça, dans l'armée de terre, tu vas pouvoir t'éclater, tu vas pouvoir faire des trucs sympas et tout ça. Et du coup, je l'ai écouté. Dès le lendemain, j'étais dans un CIRFA de l'armée de terre. Et je crois que 6 mois plus tard, j'étais parti. Et à 17 ans et demi, je me suis engagé. Et là, j'ai fait tout mon premier parcours militaire. Et jusqu'à arriver à 5 ans où tu as force de faire des départs, des trucs comme ça, tu as envie de lever un peu le pied, tu vois. Mhm. Tu vois tous tes potes qui commencent à se poser, avoir des enfants, des copines, tout ça, etc. Toi, tu es là, c'est bien, tu kiffes ta vie, mais t'as rien construit. Tu Mhm. rentres sur le territoire, t'as rien. Donc tu dis, ouais, faut peut-être basculer un peu et puis ouais, voir autre chose, quoi. Mhm. Puis en parallèle, moi, tu vois, le sport, ça grandissait de plus en plus. Je ne cache pas qu'au départ, je faisais des petits coachings, mais tu sais, c'était des trucs gratuits. Tu sais, c'était pour mes collègues de l'armée, Ouais. tu vois, initialement. Et là, j'ai dit, ouais, c'est pas mal de faire ça comme profession, quoi. Et je lui ai dit, putain, ouais, il y a le bureau des sports dans les armées, quoi. Je dis, bah ouais, on va partir là-dessus, quoi. Et puis, bah voilà, ça a découlé comme ça, quoi. Ok. Voilà. Trop bien. Ça me fait penser à. Tu connais un peu David Goggins? Non, Non, du tout. non. C'est du coup un Américain qui a fait des livres qui maintenant sont assez connus. Il est connu pour faire des ultramarathons, tout ça. Ok. Et lui, il était dans les Navy Seals. Et justement, comment il a rejoint ça, c'était en regardant un documentaire justement sur les Navy Seals. Et après, il avait fait le même parcours un petit peu
pour entrer tout simplement dans les Navy Seals, quoi. Ok. Et maintenant, il est connu pour les ultramarathons, tout ça. Je sais qu'il est quand même il commence à être connu en France, surtout par ses livres, du coup. Ok. Mais ouais, voilà, quoi. Ok, d'accord. Mm. Ouais, comme quoi, des fois, juste un reportage, ça peut te changer ta vie, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte, mais ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la différence entre la préparation physique militaire et sportive? Mm. Alors, en fait, comment dire, il faut la contextualiser à chaque fois. C'est-à-dire que tu fais pas un exercice, genre en prépa physique, je veux dire le squat c'est un super exercice pour solliciter les membres inférieurs, etc. C'est un polyarticulaire, etc. Oui, on est d'accord. Très bien. Maintenant, est-ce que dans un contexte opérationnel, ça va être vraiment utile? Pourquoi pas? Mais en fait, il faut surtout le contextualiser. Par exemple, un exercice que moi je leur fais faire, et après je viendrai sur comment dire, l'organisation des exercices, c'est je mets un pneu contre un mur, je leur prends une masse, et pendant 10 secondes, le premier, il envoie. Pourquoi? En fait, ça simule comment dire, une infiltration où tu vas devoir défoncer une porte pour t'infiltrer dans un bâtiment, tu vois. Et pendant 10 secondes, bam, bam, tu vois, il envoie. Une fois que les 10 secondes sont passées, tu marques un petit temps d'arrêt de 20-30 secondes pour simuler, comme quand tu t'infiltres, tu vois. C'est pas de l'action non-stop pendant genre 5-10 minutes. Tu as toujours des phases action, temps mort, etc., etc., tu vois. Donc c'est pour ça. 10 secondes, le mec, je le défonce sur un exercice qui est censé retranscrire un obstacle de la vie réelle. Après, petite phase de temps mort où les mecs sont censés se poster. Et après, on enchaîne sur divers autres exercices. Par exemple, je vais mettre plusieurs box en bois, tu vois, où j'ai simulé plusieurs hauteurs pour simuler des passages en barrage, etc., etc. Voilà. C'est le principal, je dirais, la principale différence entre de la prépa physique et de la préparation physique opérationnelle, c'est qu'il faut pouvoir le retranscrire, mais aussi avec les spécialités des mecs. Tu vois, des mecs, par exemple, je vais prendre le COS, tu vois, le Centre des opérations spéciales, donc les forces spéciales. Je vais pas leur faire le même cycle de préparation physique opérationnelle que des mecs qui vont faire du soutien. Ou par exemple les mecs du génie. Je ne vais pas leur faire la même chose parce que les missions ne sont pas les mêmes. Donc il faut déjà identifier le profil des personnels pour ensuite concevoir tes cycles de préparation physique et opérationnelle, et aussi en fonction des missions, parce que même pour la même unité, ils vont pas faire les mêmes missions à chaque fois. C'est pas forcément que de l'infiltration. Ça peut être de la surveillance, ça peut être de l'extraction, ça peut être plein de choses, tu vois. Donc c'est pour ça. C'est vraiment la principale différence, c'est qu'il faut identifier le profil de tes clients, et en plus de ça, le profil des missions qu'ils sont censés réaliser. Voilà. Ok, enfin, des trucs qui s'emboîtent, quoi, en gros. Exactement. Exactement. Et après, la difficulté, c'est que tu vois, ces mecs-là, quand tu les as en main, ils sont pas exclusivement dédiés à toi, tu vois. Il y a plein de choses à faire derrière, tu vois. Il y a l'aspect secourisme, il y a l'aspect tir, il y a l'aspect... si c'est des parachutistes, il faut qu'ils aillent s'entraîner au para aussi. Si c'est des plongeurs, il faut qu'ils aillent plonger. Tu vois, divers et variés. Il n'y a pas que le sport qui compte. Donc après, toi, il faut que tu puisses t'intégrer dans la planification. Et des fois, il faut admettre que ce cycle, cette séance-là, ils peuvent pas venir parce qu'il y a un truc qui s'est déclenché et tu les reverras que dans 2 semaines. C'est compliqué. C'est plus compliqué qu'un athlète que tu vas voir, par exemple, comme toi que j'ai en coaching, où je sais que pendant 6 mois, hormis contexte particulier, une maladie ou un truc comme ça, tu vois, à la con, mais sinon, je sais que pendant 6 mois, on va pouvoir travailler de façon régulière et précise. Je vais pouvoir quantifier tes cycles de préparation. Et militaire, c'est déjà plus... Surtout que street lifting, c'est sur 4 mouvements. Militaire, c'est sur... voilà, c'est ça. Je sais pas combien de dizaines, des centaines de mouvements, de choses. Et puis en plus, c'est à toi aussi d'être imaginatif, tu vois. Parce que même si on va t'expliquer un petit peu ce qu'ils sont censés faire tes bonhommes, en fait, il y a toujours l'aspect où tu peux pas prévoir. Tu vois, il peut y avoir un obstacle que tu n'as pas prévu ou un truc comme ça. Donc toi, tu es toujours obligé, si on va te dire, ils sont censés faire telle mission, donc ils vont faire tel procédé, et toi, tu vas faire plus. Comme ça, s'ils rencontrent des imprévus, ils sont préparés. Ils seront un peu plus préparés, tu vois. Voilà. Tu parlais par exemple de l'exercice avec les marteaux, tout ça. Est-ce que ça a quelque chose à voir? Moi, je ne m'y connais pas forcément, et toi, je sais que oui. Tu vois, en sport de combat, ils font pas mal ça, du lactique, pour l'acide de... C'est ça, ou je sais pas. On travaille par filière. En fait, tu travailles par filière anaérobie à lactique, lactique ou alors aérobie. Et en fait, oui, effectivement, ça va être contextuel.
Et ce que je te disais, par exemple, où je leur fais faire 10 secondes à haute intensité, typiquement, c'est de la lactique. Ok. En fait, c'est la filière de l'explosivité. C'est comme faire un arraché, c'est comme faire un muscle-up, en soi, même si les niveaux de force et de vitesse sont pas les mêmes, même un squat, c'est de l'intensité max, tu vois. C'est des efforts qui sont censés être vachement explosifs, tu vois. Ouais. Voilà. Après, à des degrés différents en termes de force, de vitesse, de qualité physique. Mais sinon, sur le principe des filières, c'est le même principe. C'est allez, on va dire moins de 10 secondes, même si enfin, on peut chipoter sur le temps. Mais moins de 10 secondes, le mec, il faut qu'il envoie tout. Donc là, c'est tes plus hauts niveaux de qualité physique qui vont devoir exploser en moins de 10 secondes. Ok. Voilà. Et Donc c'est pareil en sport de combat. ouais. Et c'est quoi les différences du coup entre ces différentes filières? Enfin, si tu peux résumer très vite fait, hein, parce que je pense qu'on Ouais. peut en parler très longtemps. Oui, mais- exactement. Bon, faut déjà préambule avant qu'il y en ait qui s'échauffent en commentaire. Déjà, toutes les filières travaillent en même temps. Bien évidemment, en fonction de ce que tu vas faire, les filières ne vont pas travailler de la même façon. Par exemple, si je cours très lentement, l'anaérobie lactique travaille, l'anaérobie lactique travaille, et l'aérobie travaille aussi. Mais vu que tu cours très lentement pendant 1 heure, c'est surtout l'aérobie qui va être développée. Ok. D'accord ? Mais les trois se travaillent en même temps. Et donc, l'anaérobie lactique, c'est la filière de l'explosivité. Voilà, c'est en gros, parce qu'après tu as la puissance et la capacité, mais on va essayer de rester simple. Mais en gros, moins de 20 secondes, c'est de l'anaérobie lactique. Ok. Pour des efforts entre 20 secondes et 2 minutes, on considère que c'est de l'anaérobie lactique. Donc après, c'est les procédés qui ne sont pas les mêmes. Et après, c'est de l'aérobie. Parce que l'anaérobie lactique, c'est sans consommation d'oxygène. Donc c'est de l'ATP pur. Et au fur et à mesure, c'est d'autres procédés qui rentrent en jeu. Ok. Voilà. J'essaye de rester simple Ouais, parce que bien sûr, sinon, ouais. le podcast, il va durer 5 heures. Ouais. Et ça, tout l'aspect, enfin on en parlera par la suite, tout ton site, tout ça, tout cet aspect-là, comment est-ce que tu l'as appris? Est-ce que tu étais autodidacte? Est-ce qu'il y a des gens Ouais. qui t'ont formé? Est-ce que... Initialement, j'étais autodidacte. Ouais. Ok. Et en fait, moi, mes premières qualifications, c'est l'aide moniteur EPMS. Et en fait, je suis arrivé là-bas, en fait, les cours de physio, enfin tout ça, je savais déjà parce que j'avais déjà. En fait, j'étais déjà très curieux. En fait, initialement, pourquoi j'ai créé mon site internet, performancesportif.com, c'est parce que moi, quand j'ai commencé le sport, je trouvais que, enfin, c'était à l'époque, hein, c'était en 2010, donc ça n'a rien à voir avec l'époque à l'heure actuelle, il y avait quasiment rien sur les sports de force, le street lifting, le street workout, tout ça, il n'y avait rien du tout. Et en fait, moi, ça m'énervait parce que les seuls trucs que tu avais, c'était des podcasts qui coûtaient 40 balles. Alors, quand tu es étudiant en plus, toi, bah, un podcast qui fait. Un podcast, pardon. Un e-book qui fait 5 pages, qui coûte 40 balles juste pour apprendre le front lever. Bah, je dis, putain, moi, ça me fait chier, quoi. Franchement, ça me fait chier. Donc, moi, ce que je voulais, c'était à travers mon site que les gens puissent trouver toutes les informations gratuitement et que ça leur permette eux-mêmes concevoir leur programmation, que ce soit pour apprendre le front, le truc comme ça, etc. etc. Et je me suis perdu dans mes pensées. Ouais. Mais, ouais, Ah oui, non, oui. Comment j'ai appris ça? Ouais, de façon autodidacte. Et du coup, c'est pour ça que après, quand j'ai voulu faire des formations, par exemple le BP, moi je l'ai fait par VAE. En fait, VAE, c'est validation des acquis de l'expérience. Ok. Et en fait, tu as juste à constituer un dossier. Et après, tu passes devant un jury et tu dis oui ou non. Ok. Voilà. Et en fait, vu que les informations, je les avais, tu vois, en fait, après, j'ai validé mes diplômes. Mais c'est pas, je me suis formé pour avoir les diplômes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, le BP, ça dure 1 an. Moi, j'ai pas fait ça, tu vois. Ok. Voilà. J'ai tout appris moi-même, quoi. Ok. Ça marche. Et justement, là, tu disais qu'en powerlifting, en streetlifting, tout ça, on avait très peu de ressources à l'époque. Mais aujourd'hui, personnellement, powerlifting, je pense qu'il y en a un petit peu plus. Mais streetlifting, à part ton site, moi, très clairement, j'ai cherché pas mal de choses. C'est vrai qu'à part des vidéos YouTube, il y a peu d'articles finalement, quoi. Hein. Ouais. Et que pour moi, tu es la référence numéro 1 en soi sur les articles, tu vois, en streetlifting. Moi, du coup, j'ai lu à peu près tous tes articles, je crois. Mais c'est vrai que, comme tu dis, ça a peut-être pas forcément... Le streetlifting a beaucoup évolué. Mais sur cette partie-là, documentation en elle-même, est-ce qu'elle a évolué pour toi ou pas forcément, quoi? En fait,
Oui et non, dans le sens où il y a quand même beaucoup de sites. Tu as quelques sites maintenant qui parlent du street lifting. Oui. Ouais. Maintenant, effectivement, je trouve que sur de l'information précise sur quelle posture et fixation adopter sur des mouvements, etc., la planification, Mm. je trouve que ça reste très très maigre et c'est plus du contenu, genre des récaps de compétition, des trucs comme ça. Et après, si tu veux aller vers de l'information précise, bah là, tu vois, pour le coup, je trouve qu'on rentre sur un domaine payant, tu vois. Et c'est encore ça que je déplore, tu vois. Ouais. Après, je comprends, hein, on est dans une société, voilà, il faut faire de l'argent, etc. Il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je trouve que l'information, ça devrait être gratuit. Ouais. Ok. Après, bien évidemment, tu vois, moi, je te parle par exemple du dips. Je pense avoir fait un truc assez complet sur quelle posture et fixation adopter sur le dips. Maintenant, si tu viens me voir, me dire, ouais, est-ce que mon dips c'est pas mal, et bien ou pas, je dis, là par contre, ça rentre dans du domaine du coaching. Mm. Donc là par contre, faut qu'il y ait une notion Ouais, je vois. de paiement, etc. Enfin, un service, donc un service paiement, tu vois. Mm. Mais par contre, voilà, protraction c'est ça, la fixation pelvienne c'est ça, etc., etc. Ça, c'est pour moi, ça devrait être gratuit, tu vois. Ok, ouais. Voilà. Maintenant, quand ça rentre sur de la personnalisation, là, c'est un Ouais. domaine, c'est un autre domaine, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà. Mm. Après, c'est ma vision des choses, hein. Oui. Voilà. Oui. Mais c'est le but, de Mais comprendre un petit peu. effectivement, je pense que tous les postes et tout ça, maintenant que je vois, enfin, je pense que sur les dips, la protraction scapulaire, je pense que tout le monde en Oui, parle. on connaît. Et c'est vrai que, enfin, je ne sais pas si c'est grâce à moi ou pas, je n'aurais pas la prétention de dire Mm. ça, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, personne n'en parlait, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Ok. On a fait un petit peu ton parcours au sein de l'armée. Donc, tu as une de tes casquettes. Ta deuxième casquette, du coup, c'est coach et athlète. On va Mm. commencer par athlète déjà. Ouais. Est-ce que tu peux résumer, même si dans les grandes lignes, hein, disons, ton parcours dans le streetlifting, que ce soit tes compétitions, que ce soit tes records, que ce soit des trucs où tu es fier ou pas fier même, hein, voilà. Un Ok. petit peu tout. Les premières compétitions, comme je te disais, c'était le street lifting à l'heure, enfin avant, tu vois. Mm. D'ailleurs, petite anecdote, première compétition que je fais, j'arrive en demi-finale et on me dit, ouais, putain, tu vas affronter Flo. Ouais. C'est Flo. Tu sais, moi, c'était mes premières compètes, tu vois. Mm. Je dis, c'est qui Flo? Et là, c'était Flo Marek, quoi. Ouais. Je dis, oh putain, ah oui. Ouais, j'ai vu le niveau hein, le jour-là. Mm. J'ai dit, ouais, je me suis pris une dérouille, hein. Ouais. Mais voilà, c'était une petite anecdote là-dessus. Après, en termes de compétition, bah ouais, je crois que j'ai fait quasiment. Et je crois qu'il y a juste la période Covid et l'année après Covid où ça a commencé à rouvrir où Oui. j'ai pas fait. Mais sinon, après, je les ai quasiment toutes faites. J'avais fait les championnats de France une ou deux fois, je sais plus. J'avais fait les France de dips, etc., etc. Et après, sur toutes les compètes que je retiens, à l'heure actuelle, j'hésite. Il y en a deux qui me reviennent. La dernière, qui était faite par la Squad, là, le 17 janvier 2026. Rennes, du coup. Ouais, à Rennes, qui était pas mal. Franchement, j'ai bien aimé l'ambiance, tout ça, l'organisation et tout ça. Mm. Et je retiens aussi celle de Belgique en Ok. 2023. C'était Final Rep Benelux, où j'ai fini deuxième ou troisième, je sais plus. Ouais, je sais plus. Et ouais, franchement, là, c'était une ambiance de fou, mais comment dire? Je pense que c'est surtout que en fait, je m'y attendais pas, tu vois. Mm. Parce qu'en France, bon, le street lifting, c'est comme un sport de niche, tu vois. Mm. On Oui, se ouais, connaît c'est sûr. quasiment tous, tu vois. Ouais. Sauf si tu viens de rentrer dans la discipline, tu connais personne. Mais moi, je rentre dans une compétition, il y a au moins 50% des visages, voire Ouais. plus, que je les connais, tu vois. Mm. Que je suis arrivé en Belgique, je me dis, putain, je vais connaître personne, comment ça va être et tout. Et en fait, franchement, l'accueil était hyper bienveillant. Les Belges, enfin, tu vois, ils parlent flamand, tu vois. Mais Ouais. il y en a beaucoup qui parlent français. Et du coup, quand ils savaient qu'ils avaient affaire à moi, ils se forçaient à parler français, même si des fois c'était un peu approximatif. Mais franchement, c'était hyper bienveillant. Et c'est pour ça que celle de 2023, Final Rep Benelux, je la retiens. Parce qu'en termes d'orga, d'ambiance, c'était top. Il y avait juste le matos d'échauffement, mais je trouve que même encore à l'heure actuelle, tu as quand même quelques compétitions, le matériel d'échauffement, il n'est pas encore assez Ouais. adéquat. Donc ça se professionnalise petit à petit. Mm. Et c'est un budget. Donc, Ouais, aussi. ouais, c'est clair. Donc c'est pour ça. Moi, les deux compètes, c'était ça que je retiens le plus. Ça, c'est pour vraiment l'aspect ambiance. Ouais, ambiance, organisation. Mm. Et celle de Belgique aussi, ouais, j'étais plutôt content de
de moi, je savais que j'avais tout donné le jour-là, tu vois. Que ce Ouais. soit sur l'aspect préparation, la water cut, la compétition en elle-même. J'étais vraiment fier de moi jusqu'au bout, tu vois. Mm. Pourtant, je crois que mon troisième essai au dips, il n'était pas passé. Mais ça n'empêche que j'étais vraiment très fier de moi, tu vois. Ok, Voilà. ok, trop bien. Et au niveau des records, du coup, ce que tu as fait, que ce soit même un max rep, hein, ça peut être ça aussi, ou du coup le cas de mouvement, hein, ton max. Du coup, muscle up, j'ai fait 17,5. Euh, Traction, c'était 70. Dips, putain, j'ai fait combien en janvier? J'ai fait 147,5, je crois. 147,5, il me semble. Et squat de 137,5. Ok, Voilà. ce qui fait un total, tu sais à peu près, je sais pas si tu te souviens de ton plus gros total, c'est compliqué. Ah, le Hein, plus gros total, là, ouais. je crois que c'était en janvier. Ah, ouais, attends, je suis pas sûr que ce soit le plus gros, en fait. Bon, là, en janvier, c'était 460, mais je suis pas sûr que Ok. que c'était le plus gros. Ah non, je pense que si on fait les calculs de ce que je viens de te dire, là, on est à plus de 460. Ouais. Enfin, Ouais. bref. Mais bon, moi je suis pas bon au calcul, donc on va regarder ça. On va pour passer, une autre on va fois. passer à d'autres questions. C'est ça. Ouais. Mais d'accord, ok. Donc ouais, quand même un bon gros parcours dans le streetlifting, quoi. Est-ce que tu saurais dire à peu près combien de compétitions t'as fait ou si tu es ou pas du tout? Avec les compètes d'avant, Ouais, là, le ou? tout, Ah ouais, non, là, t'as plus de 30 ou t'es. alors là, ouais, je crois que j'ai commencé en 2015, 2014. Ah, je sais plus. Hmm. Je sais plus quand est-ce que ça a commencé les compètes un peu, on va dire mainstream, tu vois. Ouais. Les compètes, c'était un. Si les gens n'ont pas connu ça, c'était dans les parcs de sport qui sont en libre accès, tu vois. Ouais. Donc, station Adib, c'était pas les Les trucs petits trucs, réglables, ouais, ouais, voilà, les trucs très fins. ouais. Les barres de traction, c'était celles qui glissent de ouf, là. Enfin, c'était une autre époque, quoi. Hmm. Donc, ouais, combien de compétitions? Deux par an, ça fait plus de 10 ans. Ouais, bon, je pense qu'on est plus d'une vingtaine, je pense. Ok, ok, ok. Environ, quoi, à peu Ouais. près. Je sais pas si les gens de nos jours, tu vois, à l'époque, enfin je disais à l'époque, moi je suis tout jeune, hein, mais malgré ça, tu vois, avec Raph que tu vois qui c'est, Ouais. tu vois, nous on a commencé dans les parcs de street, tu vois, Ouais. et naturellement, après on s'est dirigé vers la salle. Mhm. Est-ce que, je sais pas si, à l'époque actuelle, on n'aura pas forcément la réponse, hein, du coup, avec nous deux, Mhm. mais si à l'époque actuelle, les nouveaux arrivants en streetlifting, est-ce qu'ils ont commencé par de la muscu en salle et directement après ça a transitionné vers du lesté? Ou est-ce que eux aussi c'était dans les parcs? Ça c'était une question tu vois, que je me posais. Parce qu'avant, vraiment tout le monde, que ce soit les ludobaks et tout ça, je pense qu'ils ont tous commencé dans des parcs au final. Ouais. Et je sais pas si ça se fait encore énormément ou pas. À l'heure actuelle, que les gens commencent Ouais, par des parcs, enfin, et du coup, à faire essentiellement Muscle Up Traction c'est Dips, ça, ouais, mon poids du corps quoi. je suis pas sûr, tu vois. Je Ouais. pense qu'on est rentré dans une nouvelle génération qui Mm. commence directement par le street lifting moderne, c'est-à-dire le street lifting composé des 4 mouvements en Ouais. salle. Enfin, je suis pas très réseaux sociaux, mais quand je regarde vite fait, je vois des jeunes pratiquer ça dans des basic fit, des Oui, trucs comme bah, ça, dans des salles commerciales, quoi. mm. Donc, non, j'ai l'impression qu'on a franchi, on a franchi un cap. Et du Ouais. coup, le mot street à proprement parler, je ne suis pas sûr qu'il soit encore bien approprié, mais ouais, voilà quoi. Mm. Mais ouais, c'est vrai que ce serait intéressant. Enfin, je sais même pas comment on pourrait faire ça, mais que des grandes plateformes où je sais pas fassent des sondages, tu vois, Ouais. où tu as commencé le streetlifting sur chaque personne. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Est-ce que tu as fait tes premières tractions, première muscle up en salle ou pas? Ouais. Ce serait intéressant à savoir, mais c'était une petite question de curiosité, tu vois, qui m'était venue en tête, quoi. Ouais, je pense que les mentalités ont évolué maintenant. Ouais, impossible. Ouais, c'est comme le matériel, je pense qu'il est généralement admis, tu vois. Au départ, tout le monde râlait un peu sur les coudières au dips. Maintenant, je vois peu de gens râler, tu vois. C'est plus un fait que si tu veux faire de la compète, bah, tu mets des coudières, tu vois. Ouais, c'est ça. Pourtant, je me souviens qu'au début, ça a beaucoup râlé, tu vois. Ouais. Mm. Il y en a certains qui continuent, mais Oui, bien comme sûr. moi, mais- Ouais, t'as toujours des irréductibles oui. gaulois, tu vois. Mais bon. Ouais. Mais ouais, enfin, de toute façon, ça se comprend, hein. C'est sur le dernier podcast avec Ouzo aussi, là, on en a parlé. Et de toute façon, en fait, il n'y a même plus de questions forcément qui se posent, parce que de toute façon, tu es obligé de l'avoir, hein. C'est quelque Ah bah, chose de toute façon, maintenant. si tu veux être compétitif, il faut. Ouais, puis de toute façon, faut pas trop cracher dans la soupe. C'est Bah oui. MPDS qui fournit ça, mais c'est aussi MPDS qui propulse aussi C'est ça. les compétitions. Mm. Donc, à partir du moment où tu mets de l'argent sur la table,
c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est que ça permet vraiment de faire grandir le sport. Ouais. Et pour faire grandir le sport, il faut aussi qu'il y ait de l'argent qui rentre, tu vois. C'est ça. Et les ceintures lestées, à un moment donné, une fois que tu en as acheté une, tu vois, tu vas pas en acheter une tous les ans, tu vois. Vrai. Que des coudières, c'est quand même un achat qui va être récurrent, une paire de coudières tous les 1 ou 2 ans. Et tu augmentes le nombre de matériel, ça augmente le nombre de dépenses, ça fait des rentrées d'argent. L'investisseur remet de l'argent aussi dans les compétitions parce que ça attire de plus en plus de monde, plus de clients qui achètent, etc. Ouais. Et c'est une économie en fait. Donc moi, je le vois pas de façon péjorative, quoi. Moi, je trouve ça même bien maintenant que on ait vraiment des marques qui soient spécialisées dans le street lifting. C'est vrai. Tu vois, parce que à l'époque, les premières compètes, moi je me souviens, tu vois, 2023. Ils commencent à autoriser les coudières. Et moi, je me souviens que j'avais acheté une paire de coudières Cerberus Strait. Je sais pas si tu connais cette marque. C'est le power, quoi, du coup. Ouais, c'est la marque. C'est une marque qui fait que du matériel pour les strongman. Ok. Allez, Voilà. Donc moi, j'avais ça. Il y en avait un autre qui avait des coudières SBD. Enfin, tu vois, c'est un truc. Personne n'avait les mêmes. Tu vois que là maintenant, t'as MPDS, t'as Altus, King of Weighted. Enfin, tu vois, c'est un truc vachement structuré. Et franchement, c'est du matériel qui est vraiment spécifique pour le street lifting, tu vois. Ouais. Donc c'est quand même des choses, on peut dire que c'est business, que ça coûte cher, etc. Ça, c'est un autre débat, mais c'est quand même des choses qui sont pensées pour des pratiquants qui pratiquent le street lifting. Ouais. Et ça, c'est déjà, je trouve que c'est vrai une que c'est belle un peu- évolution. Ouais. Voilà. C'est clair. Du coup, on a fait ton parcours street lifting en tant que, du coup, plus athlète. Est-ce que tu peux te parler du côté plus coach, mais que ce soit du coup, En street lifting pas forcément qu'en street lifting justement. Si tu as des powers encore, t'en as eu de toute façon, donc Ouais. tout ça, ou même dans d'autres sports. Je sais pas si tu as fait des prépas hors militaire, je parle parce que du coup, ça on en a parlé. Ouais. Mais voilà, un peu général. Qu'est-ce que tu veux que je te dise par rapport à ça? Comment est-ce que tu as été amené à ça, même si du coup tu en as déjà parlé un petit peu, au début tu fais gratuitement tout ça, mais qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Comment tu envisages l'avenir là-dedans aussi? Ok. Ouais. Ça, l'avenir, ouais. Ok, d'accord. Déjà, savoir, je suis athlète, mais en fait, c'est pas ma casquette principale. C'est-à-dire que je sais très bien que je serai jamais à haut niveau, je suis pas un Aubin ou un truc comme ça. Mais si je fais, c'est parce que, comme beaucoup le disent à l'heure actuelle, c'est que moi, je ne conçois pas un coach qui ne pratique pas Oui. la discipline et quelques compétitions, tu vois. Tu vois, tu n'es pas obligé d'en faire comme moi 2 par an, c'est quand même assez conséquent pour un coach, j'entends. Mais au moins, si tu en fais, il faut au moins en faire une tous les 2 ans pour toujours se remémorer. Et puis en plus, la discipline, elle évolue grandement, tu vois. Donc si tu veux pas te compète pendant 5 ans, les compètes de street lifting il y a 5 ans, ça n'a rien à voir avec l'heure actuelle, tu vois. Donc si tu as un coach qui te dit, prends des, tu vois, l'exemple de l'équipement, prends des coudières SBD, il va envoyer son athlète au carton, tu vois. Ouais. Déjà, il ne sera pas aux normes, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que déjà, en préambule, je suis athlète, mais c'est pas ma casquette principale, c'est vraiment dans un but de retranscrire pour ma profession de coach. Voilà, moi, je me destine plus à être coach, et ouais, c'est vraiment ça, tu vois. Moi, je me considère comme un laboratoire, tu vois. J'explore plein de trucs sur moi, des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins. Mais ça me permet au moins de faire le tri, déjà un premier tri, parce que entre ce qui fonctionne sur moi, ça va peut-être pas forcément fonctionner sur toi, mais ça me permet de faire un premier tri, tu vois. Et après, voilà, moi je peux ensuite le retranscrire sur mes athlètes, tu vois. Mais c'est vraiment ma passion première, c'est vraiment, tu vois, quand on a travaillé ensemble, tu vois, vu que tu es là et que c'est toi qui m'interviews, ça sera même de répondre, tu vois. Mais au départ, tu vois, je t'avais dit qu'il y avait plusieurs problématiques sur tes techniques d'exécution, notamment la traction, tu vois. Et quand je voyais au départ, ça a mis un petit peu de temps à acquérir, tu vois, cette fixation pelvienne notamment. Et quand tu as commencé à l'acquérir, putain, mais franchement, je pense que les gens peuvent pas savoir quel bonheur ça procure. Quand tu es coach, que tu dis des choses et que des fois l'athlète va comprendre du tac au tac, mais déjà entre comprendre les choses et les mettre en application, il y a un fossé monumental. Et puis des fois même, avant d'automatiser un schéma moteur, ça peut être hyper long, quoi. Donc c'est pour ça, cette satisfaction personnelle, et je trouve pour moi, personnellement, elle est plus grande, cette satisfaction personnelle, que faire un bon résultat en compétition.
Tu vois, je préfère largement un athlète qui me corrige une technique ou alors qui me passe une perf qu'il avait en objectif, plutôt que moi faire un bon résultat en compète. Ouais. Franchement, Mm. voilà. Ok. Ouais, parce que c'est vrai que le truc de fixation, là, tu vois, c'était quand même avec du. Enfin, tu vois, maintenant j'ai du recul. Ouais. Avant, je l'aurais pas vu tout seul en soi, je pense. Mais avec le recul, là, je vois que ma technique aux tractions n'a rien à voir avec, je sais pas, celle que j'avais avant, Ouais. quoi. Et que c'était le point principal, en gros, qui me bloquait un petit peu, je pense, hein. Ah bah oui, oui, Parce que, complètement. tu vois, certes, j'ai pas forcément augmenté de PR parce que je les ai pas forcément testés, de toute façon. Mais, euh, mais tu vois, je me sens tellement mieux en traction et même bah, ça se transfère aussi sur le muscle up et les autres Mm. mouvements. Parce que finalement, en fait, je pense que mon gainage, tu vois, c'était un truc que je délaissais de fou. Et que Mm. maintenant, le gainage en général, hein, Ouais. je suis beaucoup plus. T'en as bouffé hein, du gainage anti-extension. Hein. Et j'en bouffe encore. Ouais, ouais. Euh, mais ouais, c'est clair. C'est des trucs qui marchent bien. Et du coup, dans d'autres disciplines, là, tu coaches toujours ou pas dans d'autres disciplines? Et est-ce que tu veux toujours coacher dans d'autres disciplines ou pas? Alors, à l'heure actuelle, haltéro, non, il n'y a plus. Mm. Power, oui. Et athlétisme, oui. Euh, Athlétisme, c'est sympa. Maintenant, en fait, t'as pas énormément de retours, tu vois, à faire, tu vois. Mm. Hormis si, par exemple, quand tu as des athlètes qui veulent faire du travail de sprint, bah là, tu Oui, leur oui. fais des travails de gamme et trucs comme ça. Donc, quand ils pensent à se filmer, bon, là, ils t'envoient les trucs et là, tu as des retours à faire. Mais par exemple, moi, j'en ai un là qui prépare un semi, pardon. Ok. Bah là, enfin, hormis lui faire sa prog, pas grand chose à faire, quoi. Oui. Voir s'il respecte les temps sur le travail de VMA courte ou VMA moyenne. Mais après, il n'y a pas grand chose essentiellement à faire. Donc, c'est pas ce qui est le plus passionnant. Voilà. Power, franchement, moi je kiffe. Hein. C'est comme le streetlifting en soi. C'est une autre discipline. Hein. Pas, Ouais. je dis pas que c'est les mêmes disciplines, c'est des disciplines de force. Mais en soi, bah, tu as des gros aspects techniques à mettre en place hein, sur un bench, sur un terre ou sur un squat. Enfin, de toute façon, le squat, ouais, c'est le même. Donc, tu as des gros aspects techniques, donc tu as beaucoup de retours à faire. Ça, c'est cool. Voilà. Et altéro, quand il y avait, franchement, c'est cool aussi. Ah là, par contre, c'est encore plus minutieux, tu vois. Mm. Pour moi, c'est une discipline où, enfin, si on devait retranscrire, c'est que des exercices qui s'approchent du muscle-up, quoi. Ouais. Donc, c'est très pointilleux aussi, tu vois. Ok. C'est beaucoup d'explosivité du coup, quoi. Ouais, exactement. Ok. Ok, trop bien. J'ai une autre question, mais est-ce que tu pourrais y répondre du fait de ta profession, je sais pas trop. Mhm. C'est est-ce que tu pourrais expliquer une semaine type, la semaine type de Romain? Même si je pense du coup que t'as pas forcément de semaine type, mais Ouais. Voilà, je vais devoir rester assez vague, ouais. en gros. Mhm. Pour ça, c'est confidentialité, hein, mais voilà, c'est pas par plaisir. Mais voilà, en gros, sur une semaine, déjà savoir que chaque militaire a son créneau sport de 8h30 à 10h30. Donc moi, pendant Ok. ce créneau-là, j'organise des séances. Pour Donc, toi ou pour non, pour eux. Ah, Pour eux. ok. Donc là, en gros, je suis coach pour les militaires de 8h30 à 10h30. Ok. Voilà. Ensuite, bah, j'ai mon créneau aussi à moi. Faut savoir que c'est un droit militaire hein, de devoir s'entraîner parce que ça fait partie de la profession. Ok. D'être en forme physiquement, Oui, bah, ça fait partie de la profession. Mm. Donc c'est pour ça que c'est un droit militaire, c'est pour ça qu'ils doivent s'entraîner de 8h30 à 10h30. Après, bah, j'ai mon créneau sport à moi, de 10h30 à 12h30, du coup. Et après, l'après-midi, bah, ça peut être divers et varié. Ça peut être de la conception de projet, de la mise en œuvre, de l'application, plein de trucs divers et variés. Et après, bah, il va y avoir en fonction des périodes, il va y avoir des stages à assurer, que ce soit des stages commando, enfin, plein de trucs, des stages de formation initiale, formation complémentaire, etc., etc. Et après, bah, tu as tout ce qui est vie militaire basique à entretenir. Tu vois, bah, par exemple, pour donner un exemple, chaque année, moi, je dois faire mon recyclage secourisme. Voilà. Ok. Donc ça, il faut le caler dans l'année, tu vois. Après, tu as du tir à faire. En fonction des spécialités, bah, tu as des exercices à faire, quoi. Ok. Donc ça va être divers et varié. Par exemple, s'il y a un stage de 2 mois, bah, pendant 2 mois, bah, là, les emplois du temps, ils vont être modulés, tu vois. Par exemple, je serais peut-être plus en train de faire le créneau sport de 8h30 à 10h30 pour les mecs, parce que je serais en train de faire du PO toute la journée pour les mecs, quoi. PO, c'est quoi? Parcours d'obstacles. Ok. Voilà. Ouais. Et tu peux être amené du coup avec ta profession aussi à, tu vois, quand tu dis des stages de 2 mois,
Est-ce que c'est loin de chez toi ou est-ce que tu peux être amené à te déplacer ou pas forcément? Bah oui. Ouais. Tu te déplaces souvent. Ouais. Ok. Ah oui, tu as un taux de déplacement annuel qui est assez colossal. Ouais. Et c'est dans d'autres pays ou ça reste en France? Ah non, si c'est de la formation, ça va rester sur le territoire national. Ok. Ouais. Ok. Ça marche. T'as une façon de programmer où si je dis pas de bêtises, où tu programmes sur du vraiment long terme tes coachings, hein, je parle. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer ça? Ouais, alors du coup, moi je fais une planification. C'est-à-dire que normalement, c'est le modèle qui devrait être mis en place à chaque fois. C'est-à-dire que tu vas faire l'année de ton athlète. Tu vas d'abord faire son calendrier. C'est-à-dire que on va déjà identifier, on va dire, la période off-saison et la période saison. Donc, c'est-à-dire si tu as des compétitions dans un délai de moins de 6 mois. Voilà, comme ça permet ensuite de développer les 2 macrocycles. Macrocycle, c'est plusieurs mois, en gros. C'est la période la plus longue. Comme ça permet de voir les 6 premiers mois si on doit faire une pré-compète et une compète, ou alors si les 6 mois suivants, si on va être sur du off-saison, donc en fonction, les mésocycles et ensuite les microcycles ne seront pas les mêmes. Ok. Voilà. Parce que en fonction des problématiques que je vais identifier sur l'athlète initial et en fonction de la saison, on ne pourra pas se mettre autant d'importance dès le départ. Si par exemple tu prends contact avec moi initialement, mais que tu as une compète dans 3 mois, que je vois que tu as une problématique sur un dips, bah, je ne vais pas pouvoir te mettre énormément de volume dès le départ parce que tu as une compète qui arrive dans quelques mois. Ouais. D'accord ? Là, on ne sera plus vraiment sur l'aspect correctif parce que tu auras une compète, tu auras une échéance à très court terme. Tu vois. Par contre, si tu me dis bah, dans 11 mois, je vise une compète, donc là, on sera plus sur du off-saison, j'identifie que tu as une problématique sur le squat au niveau des fixations pelviennes, et bah, là, par contre, on va être sur la off-saison, on va mettre du volume, et puis on va tenter de corriger cette problématique de fixation pelvienne. Ok. Voilà, donc c'est vraiment ça. Moi, à chaque fois, de toute façon, tu l'as bien vu, quand un athlète prend contact avec moi, je vais d'abord te faire un profil biomécanique et anatomique de tes exécutions de mouvement. Donc là, je vais vraiment prendre le temps d'identifier quelle problématique tu as sur tel mouvement. Et comme ça, après, je t'envoie ça. Et en fonction de ça, bah, moi, je commence déjà à concevoir ma planification sur 12 mois. Avec telle problématique, je dois la corriger dans le temps. Je ne fonctionne pas vraiment par objectif de performance, parce que ça va être... en plus, tu as beaucoup de problématiques techniques, ça va être hyper variable. Mais c'est plus, voilà, j'identifie des problèmes, et moi je me dis, dans 6 mois, il faut que ce soit corrigé, cette problématique. Oui. Voilà. Et tu établissais aussi, moi, un truc qui m'avait beaucoup plu, le profil neurochimique. Oui. Ouais. Tu l'expliqueras mieux que moi, je pense, mais moi, en tout cas, ça m'avait pas mal aidé, même, je me reconnaissais pas mal dedans et tout. Ouais. Donc, je sais pas si tu peux expliquer juste rapidement. Rapidement. Alors, c'est-à-dire qu'on a tous un profil, c'est-à-dire que en fonction de la personne, la personne ne va pas réagir de la même façon, que ce soit sur les compléments alimentaires, que ce soit sur la planification, sur tout en fait, sur ta façon de réagir à une programmation. Je vais prendre mon exemple pour que ce soit un petit peu plus parlant. Moi, j'aime pas être à l'échec, tu vois. J'aime pas être à l'échec, j'aime pas avoir... quand je suis sur plateau, j'aime pas avoir des grosses claques dans le dos, tu vois. Moi, il faut que je sois zen, calme, etc. Donc sur la planification, comment ça se retranscrit? Eh ben, je mets plus de volume, mais du travail sous-maximal. C'est-à-dire que j'arrive à la séance, je sais que quoi qu'il arrive, même en fonction de l'état de forme, ma séance, elle va passer, c'est sûr. Il n'y aura pas d'échec, parce que je l'ai programmé comme ça, parce que c'est adapté à mon profil. Que tu as des mecs, alors le stéréotype, voilà, comme je disais, c'est le mec qui aime les grosses claques dans le dos à chaque fois qu'il passe une barre à Basic Fit, qui va sniffer pendant 5 minutes de l'ammoniac, des trucs comme ça. Lui, par contre, il va peut-être plus accepter que je lui mette une intensité, on va dire, RPE 9,5, tu vois, où je lui mets une grosse barre où il n'a jamais passé cette barre, mais il a envie de la passer. Et s'il est à l'échec, psychologiquement, ça va pas trop l'impacter, et le lendemain, il pourra revenir à la séance. Moi, si tu me fais ça, pendant 6 mois, je me pose des questions sur ma vie, quoi. Tu vois, je suis là, je dis, ah non, je suis qu'une merde, je remets tout en question, tu vois. Donc, tu vois, en fonction de ça, en fonction du profil de l'athlète, donc le profil neurochimique, eh ben, on va pas réagir de la même façon, que ce soit pour l'athlète et aussi l'entraîneur. L'entraîneur va avoir une approche.
même sur l'aspect coaching, ça ne sera pas le même. Tu vois, moi, il faut que ce soit, si je reprends mon exemple, il faut que ce soit assez simple, direct, mais comment dire, neutre, tu vois. Pas que ce soit qu'on enjolive un peu les choses, mais il faut que ce soit neutre, tu vois. Que tu en as, par exemple, t'en as certains, ils vont plus apprécier le fait que réveille-toi papa, sors-toi un peu les doigts, là tu m'as fait de la merde, et t'en as encore d'autres, va falloir prendre des grosses pincettes, tu vois. Et ben ça c'est le profil de la personne. Ok. Voilà. Justement, de toute façon, ce qu'on avait vu avec moi, c'était que justement, je me sous-estimais un peu trop. Du coup, je t'avais demandé expressément d'essayer d'appuyer un petit peu. Donc de la stimulation positive. C'est ça. Il y avait ça, il y avait la question de volume, profil force-volume, tu vois, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que moi, je trouve que c'est un plus, tu vois, dans un coaching d'avoir un... Et même sur ta pédagogie, la pédagogie ne va pas être la même. Tu as plusieurs styles de pédagogie. Tu as la pédagogie de la découverte, tu as la pédagogie technique, où tu vas dire ton cadre à l'athlète, tu vas dire, tu me fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et il le respecte. Et la pédagogie de la découverte, ça va être je veux surtout pas que ton bas du dos il s'arrondisse. Après, tu te démerdes, tu fais comme tu veux, mais voilà. Et en fait, toi, tu laisses l'athlète découvrir par lui-même. Et tu vois, c'est en fonction du profil de l'athlète. Et l'entraîneur est censé pouvoir le déceler et du coup il va pas adopter la même pédagogie, la même approche, la même stimulation, etc. etc. Ça c'est mes derniers travaux, là ça fait 2-3 ans que je me suis vraiment renseigné à fond sur le profil neurochimique et que je l'ai mis en place dans mon service de coaching. Voilà. Je trouve que c'est un plus et je pense en tout cas qu'il y a très peu, voire très très peu même que de coachs qui font ça. En France, en tout cas, dans le streetlifting, je ne connais pas de personnes qui font ça. Je sais pas. Après, forcément, ils le diront peut-être pas comme ça, quoi. Hein, mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Tu parlais juste, est-ce que tu peux expliquer juste rapidement, très rapidement aussi, ce que c'est microcycle, mésocycle, macrocycle, tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas? Ok. Macrocycle, comme j'ai dit, la période la plus longue, donc en gros 6 mois à 1 an. Mésocycle, c'est la périodisation, si on va dire, si on veut donner un autre nom, c'est 1 mois, 2 mois d'entraînement. C'est comment tu vois les choses sur 1 ou 2 mois. Et le microcycle, c'est ta programmation sur la semaine. C'est, voilà, tu vas faire squat, tu vas faire 3 séries de 5 répétitions à tel pourcentage ou à tel RPE, etc. C'est ça voilà. Okay. Très simplifié comme ça, voilà. C'est très clair. Ok, parfait. Une petite question pour toi, c'est quoi la qualité principale qu'un athlète il doit avoir s'il veut performer? Remise en question. Ok. Ouais. T'en as beaucoup trop encore à l'heure actuelle où des fois tu leur dis les choses et ils n'ont pas encore ce recul nécessaire de se dire ouais je suis pas dans le vrai. Je dirais ça, la remise en question et aussi l'impatience. Surtout, mais ça je trouve que c'est plus contextuel à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux, tout ça, où les gens ils veulent faire les championnats de France en bout d'1 an. C'est sûr. Oui, moi j'ai fait les premiers championnats de France, mais bon, j'avais déjà des années de pratique sportive, même si c'était pas spécifique au streetlifting. Mais voilà, enfin, j'étais déjà sportif, tu vois. Donc laissez-vous le temps, surtout si vous avez 18-20 ans, que c'est votre première année de pratique sportive. Ouais, laissez-vous le temps, les gars. Hein. Franchement, de toute façon, les sports de force, comme on dit souvent, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est ça. Voilà. C'est la grosse différence, de toute façon, avec d'autres sports. En streetlifting, si tu en fais depuis 1 an, tu peux pas atteindre le niveau de 20. Alors que du foot, il y a une chance sur 1 million, hein, mais tu peux atteindre le niveau d'Mbappé ou atteindre une grosse notoriété, un gros niveau en très peu de temps. Même si je ne m'y connais pas au foot, hein, attention, je ne veux pas. Non, mais à partir du moment où tu as les qualités physiques de base, effectivement, après en foot, il faut travailler les aspects techniques, mais ça se travaille. Et en fonction des qualités proprioceptives de l'athlète, ça peut aller plus ou moins vite. Les sports de force, tu peux avoir des bonnes prédispositions. Il faut se laisser le temps. Le renforcement des aspects articulo-tendineux, tout ça, enfin, ça se fait pas en 6 mois, quoi. Mais ton corps a des limites en plus, quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, si vous progressez super rapidement pendant très longtemps, à un moment donné, vous allez vous faire rattraper par votre corps. Donc là, ce sera la tendinite ou le claquage ou la déchirure. Je vous le souhaite pas, mais bon, voilà. Ouais, c'est ça qui est assez compliqué parfois d'expliquer aussi à des athlètes que tu leur mets pas ça
parce que justement tu prévois le futur. Parce que si tu leur mets ça dans le futur, je sais pas, si tu leur mets 6 semaines de bloc et que le bloc tu finis RPE 1000, bah forcément le bloc prochain il va être complètement cuit ton athlète. Et c'est vrai que ça, certaines personnes, par expérience, hein, je trouve, ont du mal à l'accepter. Et c'est normal, en même Ah, mais temps, c'est ouais, naturel. complètement. Mais... Ah, mais souvent, t'as des athlètes qui viennent me voir et font, mais tu penses que je vais PR combien dans 3 mois? Ouais. Dans 3 mois? Dans 3 mois? Aujourd'hui, si tu fais PR plus 1,25, moi je suis content. Déjà, il tire un peu la gueule, quoi. Ouais. Et en général, il PR plus. Mais dans 3 mois, c'est hyper court, quoi. Ouais. Moi, quand je fais mes propres planifications personnelles, moi, je vois déjà ce que je veux faire dans 1 an, quoi. Pas dans 3 mois, quoi. Dans 3 mois, j'espère refaire les mêmes charges, mais à une vitesse plus élevée, etc. Enfin, moins élevée. Enfin, tu vois, t'as compris, quoi. Enfin, 3 mois, c'est hyper court. Laissez-vous le temps, quoi. Ouais, c'est clair. Et surtout dans ce sport-là, des fois, Ah ouais. t'as pas du tout le recul de. Tu sais, t'as l'impression que tu stagnes, tu t'augmentes pas. Et en fait, si tu regardes 3 mois en arrière, ok, t'auras pas beaucoup monté. Si tu regardes 1 an en arrière, bah là, ok, ça aura changé. C'est génial, ça. Ouais, c'est exactement ça. Mm. Faut se regarder 1 an. Tu vois, moi, j'ai l'impression que ça se fait de moins en moins, ça. Mais moi, j'ai plein de carnets, tu vois. Et où je note tous mes entraînements à chaque fois. Et je regarde souvent, des fois, hop, 6 mois en arrière, ok, ah oui, ok, d'accord, ouais, ça passait comme ça. Ah oui, je suis toujours à la même charge, mais par contre, je faisais 1 ou 2 séries de moins, ou alors 1 ou 2 reps de moins. Ok, je regarde 1 an en arrière, je dis, ah oui, en fait, oui, ça progresse. Ça prend du temps, mais ça progresse. Ouais, faut se laisser le temps. Voilà, exactement. Toi, tu as une façon de t'entraîner, en tout cas de ce qu'on voit extérieurement, j'ai envie de dire, et même on en avait parlé un petit peu, où tu fais beaucoup du format court, entre guillemets, donc un faible nombre de reps, voire du 1 rep. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi tu fais ça, même si moi du coup je sais déjà plus ou moins, mais... Alors, il y a plusieurs aspects. Donc, déjà sur l'aspect scientifique, voilà, j'ai essayé de mettre ça en corrélation avec les aspects scientifiques. Si tu veux, je te passerai le lien des études, mais je ne vais pas y revenir là, sinon ça va être trop long. Après, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le profil neurochimique. C'est pour ça que je le fais sur moi, mais que je le fais pas non plus sur tout. Je le fais pas non plus sur tout le monde. Je le fais même sur personne, sur aucun de mes athlètes. C'est parce que c'est adapté pour moi. Donc, parce que ouais, effectivement, si tu es en off-saison, comme je disais, il faut faire un peu plus de volume, trucs comme ça. Maintenant, je vois bien que moi, ma technique se dégrade à partir du moment où je fais beaucoup trop de volume. Enfin, quand je dis volume, c'est une série avec plusieurs répétitions d'affilée. Je préfère faire plusieurs séries, mais d'une seule répétition, parce que j'arrive à avoir un meilleur focus interne, et du coup avoir une meilleure retranscription sur ma technique pour que ce soit répétable et ça dure dans le temps, quoi. Donc c'est vraiment sur l'aspect scientifique, l'aspect terrain. Aussi, effectivement, enfin, je pense qu'il y a qu'est-ce qui est plus spécifique au street lifting que faire du 1 rep. C'est sûr. Voilà, donc voilà. Et après, bien évidemment, parce que les gens se disent 1 rep, ouais, mais en fait, c'est comme quand vous faites du volume, mais vous faites du volume, pas RPE 10. Du 1 rep, on n'est pas obligé de les faire RPE 10. Donc effectivement, même 1 rep RPE 5, ça restera, la tension mécanique sera plus élevée que du 5 rep RPE 5, mais ça reste du RPE 5, ça reste une intensité que tu es censé... Voilà. Et après, comme j'ai dit, c'est adapté à mon profil. Moi, j'explore ce vrai truc pour essayer de construire une thèse scientifique par rapport au travail travail unique, ce qu'on appelle les singles, quoi. Donc j'essaye de vraiment construire une thèse scientifique par rapport à ça. Mais ouais, enfin, c'est vraiment adapté à mon profil. Parce que c'est ce qui me stimule, tu vois. Donc voilà, c'est pour l'aspect scientifique, l'aspect terrain et l'aspect profil neurochimique. Ok, très bien. Parce que du coup, des fois, tu fais genre, pour te donner un exemple, genre un squat, tu peux faire du 8x1 au lieu de faire du 2x4 par exemple. Enfin, je sais pas, c'est un ouais, exemple, complètement. mais... Là, tu vois, par exemple, là, je suis dernier bloc, donc j'ai commencé mon début de bloc à un 10x1 RPE 5.5, je crois. 10 x 1, voilà. Mais comme je disais, ça, je voulais revenir, c'est que ça fait, comme je disais, je voulais construire une thèse par rapport à ça. Ça fait 2 ans et demi, même un peu plus de 2 ans et demi que je suis sous format-là, tu vois. Donc pour voir un petit peu ça. Donc aussi, il y a un truc qui va se passer, c'est que le corps il s'adapte à tout, tu vois. Donc effectivement, les premiers instants, même du RPE 5 sur les singles, ça pourrait sembler un peu impactant sur le système nerveux. Maintenant, là, je te dis, j'ai fait un 10 x 1 au squat, ça m'impacte plus, quoi.
Voilà, Ok. parce que mon corps, il s'est vraiment habitué, tu vois. Donc encore une fois, je dis pas de faire ça pour les gens, et encore une fois, c'était progressif. Je suis pas arrivé à un 10 fois 1 comme ça, tu vois. Ouais. J'ai commencé ça il y a 2 ans et demi, je me souviens que j'avais fait en fin de bloc un 2 fois 1 RPE 6, tu vois. Hmm. Et voilà. Et j'ai augmenté progressivement l'intensité, puis le nombre de séries, mais en restant sur un format unique de une répétition, qui me stimule davantage. Ok. Voilà. Ok. Ouais. Et justement, en rapport avec ça, entre guillemets, est-ce que toi, tu as des tips ou des trucs à faire un petit peu hein, pour améliorer la récupération de toi-même ou d'un athlète, tu vois? Mm. Un petit peu. Après, je pense que c'est le mode de vie aussi, mais Ouais. Alors déjà, il ne faut pas oublier que la base des bases, c'est une bonne alimentation et une bonne récupération. Donc hmm. récupération, un bon sommeil. Donc ça, on ne le dira jamais assez, hein, mais voilà, se coucher à des heures régulières, éviter les écrans 1 heure avant. Voilà. Après, moi, les trucs que je vais mettre en place pour améliorer la récupération, donc déjà au niveau des compléments alimentaires, tout ce qui est contrôle de la glycémie, tu vois, berbérine, picolate de chrome, etc., etc. Ok. Ça permet d'avoir des moins gros pics d'insuline. Et donc du coup, bah, au niveau de l'homéostasie générale de ton corps, bah, tu régules plus facilement, donc ça te traumatise beaucoup moins. Aussi bah, sur le sommeil, complément sur le sommeil, donc euh, glycine, et la mélatonine et Ouais. ashwagandha. Voilà. Ce que j'aime bien faire aussi, quand là, le temps sera un peu plus propice aussi, moi ce que j'aime bien faire, c'est 2-3 bains-mers de 15 minutes par semaine. Ok. Trop bien Voilà. ça. Ouais, ça vraiment, j'ai vraiment senti une différence. Je me souviendrai toujours, j'ai fait une grosse session squat où je savais que ça m'avait impacté. Hmm. Et le soir même, j'étais faire un bain de mer. Le lendemain, comme si j'avais pas fait de séance, quoi. Un avantage d'être Ouais, juste à côté. ouais, ouais. Ah bah, puis là, On la voit d'ici. ouais, Hein, de si là, vous on voulez de est- l'eau froide, venez ici, en plus. C'est sûr. Donc, ouais, il y a ça. Les respirations diaphragmatiques pendant 5 minutes avant de me coucher, ça Ok. aussi. Donc, soit respiration en triangle, soit respiration en carré. Si les gens ne connaissent pas, je les invite à se renseigner Ouais. par eux-mêmes. Euh, voilà. Hein, après, il doit y avoir d'autres choses, mais là, de tête, comme ça, pris de court, je ne pourrais plus Hmm. te dire. L'hydratation aussi. Et puis, Ouais. puis voilà, quoi. Ok. Trop bien. Mais ouais, bain froid et respiration, c'est vrai que bah, c'est des choses dont j'en ai déjà parlé dans mon podcast, hein. Mm. mais, euh, mais c'est quelque chose qui est sous-coté et que Ah les ouais. gens ont peut-être peur d'essayer, tu vois. Et ouais, et alors moi, si je peux faire un truc aussi, enfin, Hmm. préciser un truc, moi, c'était aussi mes. Parce que j'aime bien faire beaucoup de recherches croisées, Ouais, c'est-à-dire que les respirations, voilà, ce que je mets en place, c'est depuis 6 mois maintenant, c'est tu fais ta session squat, donc tu as tassement de la colonne, quand tu fais du volume ou que tu as une grosse intensité, tu as la tension, hmm. la pression artérielle qui monte, etc. etc. Et quand je finis vraiment ma session squat, mais tout de suite, hein, juste après la dernière série, là je me mets au sol, jambes un peu recroquevillées, main sur le ventre et respiration diaphragmatique pendant 5 Ok. minutes. Alors tu verras, là, je trouve que la pression artérielle monte encore 2 fois plus. Tu as l'impression de refaire une session de squat, mais plus violent, je te jure. Mais par contre, une fois que tu as fini, genre 5 minutes plus tard, ouah, tu as l'impression que ça t'a. Et du coup, pour la récupération, donc voilà, moi ce que j'essaye de trouver là, c'est des respirations diaphragmatiques au sein de la séance, tu vois. Parce Ok. qu'on dit en général le soir pour apaiser, pour le système nerveux, tout ça. Euh, ouais, ok, mais tu vois, je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire là-dessus. Et Hmm. aussi sur la récupération, moi je suis aussi un fervent partisan du travail de zone 2, tu vois. Ok. Voilà. Ouais. Donc 2 entraînements de zone 2 par semaine pour travailler le système nerveux parasympathique et puis voilà. Tu fais en course à pied, toi, essentiellement, ou tu fais. Ouais, Ouais, course à pied parce que je suis militaire, donc hmm. pas, Forcément, pas ouais. le choix de courir. Sinon, effectivement, si j'avais d'autres alternatives, je pense que je favoriserais soit le rameur, soit le vélo. Rameur, ouais. Je pense Hmm. que je favoriserais le rameur, quoi. Mais par ma profession, je n'ai pas le choix, donc je fais même natation en zone Ouais. 2, mais bon, faut maîtriser un peu la natation, quoi. Hmm. Ok. Ta vision du street lifting dans 5-10 ans, qu'est-ce que ce serait? Ça serait. Que ce soit pour toi ou pour le street lifting en général, alors, forcément. Bah, encore plus structuré, c'est-à-dire des compétitions régionales, départementales, interrégions, enfin tout ça, tout le système-là, mais vraiment, parce que là, il n'y a qu'en Bretagne où il y a ce système-là.
fait, si je dis pas de bêtises. De régional. Non, maintenant il y a. Maintenant, non, normalement. Les il y a interrégions. Normalement, il y a un peu partout maintenant. Ah ouais? Si je dis pas de bêtises. C'est en train de se Je crois qu'il y a développer. il y a des régions où ils font juste les interrégions parce qu'ils font pas de région. Ah, peut-être. Voilà. Ah, c'est possible, ouais. Et donc en fait, c'est ça que je dis. C'est vraiment mettre ça au niveau national. Je pense que déjà, ça permettrait d'avoir plus d'échantillons de compétition. Aussi, comment dire, proposer des compétitions, mais pour des niveaux un peu plus amateurs. Parce que t'arrives en compétition, bon, déjà, il faut maîtriser le muscle-up, donc c'est pas comme le powerlifting où tu découvres un peu le sport, tu peux t'y mettre au bout d'un an, tu vois. Là, au bout d'un an, si t'as pas le muscle-up, tu peux pas faire de compète, en fait. Enfin, tu peux en faire, mais tu seras pas classé. Donc, si tu fais des compètes, c'est pour être un minimum classé, on va pas se voiler la face, quoi. Donc, donc si tu en fais plus de compètes à des niveaux qui sont plus débutants intermédiaires, tu peux avoir plus d'athlètes. Et du coup, je pense que, in fine, tu vois, les performances vont plus se développer. Parce que si tu as plus d'échantillons d'athlètes, tu auras plus de mecs motivés, tu auras plus aussi des génétiques qui sont appropriées pour ce sport. Et donc, du coup, les performances, elles vont encore exploser. Donc, ça. Et après, moi, ce que j'aimerais bien, c'est un peu comme en Power, tu vois, où tu as un organisme un petit peu annexe, comme SBD, qui met du pognon sur la table pour faire le Sheffield, tu vois. Ouais. Tu vois, faire un truc annexe on va dire, du cursus de compétition, donc régional, France, Europe et monde, vraiment une compète annexe pour vraiment élire, on va dire, l'athlète, un peu comme en Power, tu vois. Avec, Comme le Sheffield, un petit peu, ouais, le voilà, numéro 1, quoi. Ouais, moi je pense que. Moi quand j'étais à fond dans le Power, chaque année j'attendais Sheffield pour regarder. C'était. Et pourtant c'est du Power, hein, franchement. Niveau stimulation, tu regardes, le mec il fait un squat, merci, bonne journée, au revoir. Tu vois. En fait, c'est pas commun. Enfin, même tu dis un 100 mètres, ça dure 10 secondes, même pas. Donc, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, un truc où. Ouais, un peu un show à l'américaine, quoi. C'est vrai qu'en France, c'est très. Ouais, t'as des mecs, encore ça va en street c'est assez jeune, mais quand je faisais les compètes de power, t'as des mecs qui sont posés là, oui, non, merci, bonne journée, au revoir, t'avais aucune stimulation, tu vois, un truc vraiment qui envoie un peu plus, quoi. Ouais, moi ce serait ça. Et je trouve que là, à l'heure actuelle, ça se développe plutôt bien, hein, franchement. Qu'on aime ou on n'aime pas les dernières directives qui ont été prises par la FNSL, au moins il y a des choses qui sont faites, quoi. C'est ça. Et si je peux juste me permettre une petite remarque, il ne faut pas oublier non plus, alors, comme je disais, hein, je ne donnerai pas mon avis sur les mesures qui ont été prises par la FNSL. Moi, ça regarde que moi, mon avis là-dessus. Mais par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des gens là, derrière cette directive, donc derrière la FNSL, et c'est des bénévoles, quoi. C'est des mecs, ouais, c'est des bénévoles, donc c'est des mecs qui touchent peanuts pour essayer de faire grandir le sport. Voilà. Donc, faut pas l'oublier, ça, faut pas manquer non plus de respect aux gens. Moi, j'ai du mal avec, tu vois, les gens qui mettent des critiques sur les posts sur Instagram, tu vois. Moi, si j'ai un problème avec toi, je vais venir te voir en privé et on va en discuter, tu vois. Tu vois, si par exemple, comme je te disais, c'est pour ça que je veux pas dire mon opinion publique sur les directives de la FNSL, parce que s'il y a un truc où je suis pas d'accord, j'irai voir le responsable, je dirai, moi je trouve que ça vous faites une erreur là-dedans. Mais en aucun cas, je vais aller sur Instagram en disant, ça c'est de la merde. Alors, ça, je déteste ça. C'est vrai que c'est moins constructif, c'est sûr. Ah oui, non, ça fait pas évoluer les choses. En plus, ça met une mauvaise image. Ça montre une image où on n'est pas tous soudés, alors que c'est vraiment ça qui fait que le sport évolue. Hein. Tu vois une discipline où tout le monde est soudé, c'est hyper bienveillant. Forcément, t'as envie de rejoindre le truc. Hein. Donc voilà, quoi. Ok. Et sur ta vision plus, du coup, personnelle en tant qu'athlète, dans 5-10 ans, est-ce que tu sais si t'en feras toujours je t'avoue que déjà cette année, je me posais des questions. Je sais plus si on en avait déjà discuté. Je crois une fois, ouais. Mais ouais, déjà, j'attendais beaucoup de cette compète de la Escouade au mois de janvier. Non pas personnellement sur les perfs et trucs comme ça, ou sur l'aspect organisation. Même si l'organisation elle aurait été nulle à chier, ce qui n'a pas été le cas. C'est pas ça qui aurait modifié mon jugement. J'attendais vraiment de savoir si j'allais... parce que moi j'ai toujours ce truc, même si les perfs elles sont pas là ou elles sont pas ouf, après compète où je me dis, putain je suis fier quand même, je suis fier de moi. Je suis fier d'avoir fait toute la prépa, d'avoir fait la water cut, d'avoir fait tout le processus, d'avoir fait la compétition, d'avoir géré un peu le stress de la compétition, etc. Les aléas aussi de la compétition. En général j'ai toujours cette satisfaction personnelle
après compétition. Donc là, je voulais voir si j'avais toujours ce truc. Bon, cette compète, ça s'est plutôt bien passé. J'étais plutôt content de moi. Bon, on va pas se cacher aussi que quand tu as les perfs enfin, tes objectifs qui sont plutôt atteints, ça y joue aussi, quoi. Ouais. Donc voilà, maintenant, moi je pense que là, je vais essayer de me qualifier pour la escouade du mois de mai. Mais je pense que ça va être potentiellement une des dernières à avoir un break de peut-être ou 2 ans, quoi. Ok. Je pense. Hein. De toute façon, Marco, il me l'avait dit, Marco de Lift Trainer, il dit, putain, 2 compètes par an, mec, Ça on voit déjà. Hein. c'est costaud, quoi. Ouais. Surtout, enfin, je vais avoir 34 ans, quoi. Donc, Ouais. Surtout que tu montais à 3 des fois. ouais, ouais. Donc voilà, quoi. Donc c'est pour ça. Je pense que là, à l'heure actuelle, dans mon esprit, ouais, je fais celle-là, puis je vais peut-être marquer un petit break, histoire de pouvoir souffler, faire une année sans se dire, bah là, pendant 6 mois, c'est prépa, compète, après c'est du off-saison, donc bouffer du volume, tenter de corriger. Tu vois, vraiment retrouver un peu ces sensations de, je vais vraiment à la salle et me faire kiffer, tu vois. Ouais. Tu vois, moi, je prends de plus en plus plaisir au renfort, tu vois, il y en a beaucoup qui détestent ça, bah, moi je prends de plus en plus plaisir à ça. J'adorais aussi le crossfit, j'adorais aussi nager, j'avais un projet de faire un ultra trail, enfin, tu vois, et quand tu fais des prépas, tu mets tout ça de côté, et j'ai en plus envie je vais peut-être pas faire tout ce que j'ai en tête, mais au moins j'ai la possibilité de pouvoir les faire, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai pas de restrictions. Donc c'est pour ça, je pense que celle-là, ça va être potentiellement la dernière avant un petit break. Après, je dis ça, mais peut-être que Un jour le jour, quoi. oui, voilà, Ouais. c'est ça. Peut-être que l'année prochaine, ça va trop me manquer, puis je repartirai sur une prépa, je sais pas. Mais là, à l'heure actuelle, ouais, c'est plus marquer un break, quoi. Ok. Voilà. Tu parlais, j'avais un autre truc à dire, mais j'ai zappé. Du coup, je vais dire un autre truc, mais qui va pas forcément avoir. Tu parlais d'ultra trail. Toi, tu as Ouais. déjà fait du coup des cours, enfin que ce soit des courses ou du coup dans ta vie militaire, on va dire, des très longues distances sans pause, trucs comme ça. Ouais. T'as fait quoi? Alors, l'exactitude de l'épreuve, je tairai, mais 30 kills. Ok. 30 kills, où t'es pas en short t-shirt, quoi. Voilà, sans donner Ouais, trop d'informations. ça doit être Voilà, pas c'est facile. ça. Et ouais, je crois que c'est le plus gros que j'ai fait. Ok. Voilà, avec des contraintes supplémentaires, quoi. Ok. Mais ouais, moi je voulais faire un ultra swim and run. J'avais vu celui Ah des oui, gorges ouais. du Verdon, où je sais plus, t'as une dizaine de kilomètres de natation et 80 de course à pied. Et celui-là, il me tentait bien, quoi. C'est que ça a l'air pas mal. Moi, personnellement, j'aime pas trop le vélo. Tu vois, en faire, en tout cas, Ouais, j'aime pas forcément ça. ouais. Du coup, les trucs de triathlon, ça m'attire pas, honnêtement. Ouais, Mais, ouais, c'est vrai, je suis d'accord. mais Ouais, après, triathlon, je suis comme toi. hmm. L'aspect vélo, ça m'attire pas. Mais par contre, swim and run, tu vois, j'aime bien nager, j'aime bien courir. Ça me stimule plutôt. C'est ça. Bah, peut-être on en fera ensemble un jour. Bah, qui vas-y, sait. let's go, hein. Ouais, Allez, on part. on serait chaud. On va traverser là. On va aller jusqu'à Brest en allant. Allez, let's go. J'avais une autre question Ouais. qui m'est venue juste là hier soir, tu vois, que j'ai pas du tout préparé non plus, Ok. mais une question que moi personnellement je ne peux pas du tout répondre, Ok. c'est comment est-ce que l'amour, ta vie amoureuse influence ta vie et ta pratique sportive également. Putain, bah, tu vois, ça j'ai dit à Marco, ça serait serait une super idée de podcast. Ouais. Je lui ai dit ça, j'ai dit, ça, ça il faut le faire. Mais tu sais, faire intervenir les conjoints, tu vois, Ah oui, ouais, ok, ouais. pour qu'elles puissent témoigner directement. Parce que moi, enfin, faut savoir, bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent ma femme, parce qu'elle m'accompagne logiquement Oui. sur toutes mes compètes. Mais du coup, elle, avant, elle pratiquait le bodybuilding en naturel, bien évidemment. Donc, elle a fait des compètes de power aussi. Donc, l'aspect compétition, elle connaît déjà. Elle n'est pas. Tu vas avoir certains conjoints ou conjointes qui sont complètement extérieurs au domaine du sport. Ouais. Donc, ils vont pas comprendre ce que c'est quand tu rates une fin de bloc ou un truc comme ça. Là, l'importance que ça va avoir pour toi, tu sûr, vois. ouais. Tu sais, je vais dire, ah ouais, j'ai enfin réussi une barre. Ouais, c'est une barre, on s'en fout, quoi. Ouais, c'est Ouais. vrai. Et en fait, si t'es pas vraiment dans le domaine du sport, tu peux pas comprendre l'importance que c'est pour un athlète. Donc moi, j'ai cette chance d'avoir ma femme qui comprend ça et qui me soutient aussi. Voilà. Donc après, je veux pas dire non plus que ça l'impacte pas, quoi. Enfin, quand tu passes tout ton dimanche après-midi à la salle, bah, tu passes tout ton dimanche après-midi à la salle, quoi.
Quand tu es en prépa compète, que tu as les beaux-parents qui t'invitent à manger, eh ben, tu te ramènes avec ton Tupperware, quoi. Ouais. Tu vois, c'est... je m'estime être énormément chanceux avec la femme que j'ai et avec l'entourage qui comprend que l'importance que ça a et des sacrifices que je fais pour tenter d'atteindre mes objectifs. Mm. Voilà. Je suis bien conscient qu'il y en a qui, pour eux, c'est beaucoup plus compliqué la vie Ouais. personnelle. Donc, c'est pour ça, moi, je pense que je suis pas le bon client parce que ma femme, elle est quand même très très cool là-dessus. Elle comprend. Donc, moi, je pense que ça doit l'impacter aussi. J'aurais fallu lui poser la question, quoi. Ouais. Donc, du coup, ouais, c'est vraiment un plus dans ta vie, forcément. Hein, complètement. c'est pas une question, mais Ah ouais. ça t'impacte tu vois, sur tes performances, par exemple. Est-ce que sans ta femme, par exemple, tu penses que tu arriverais à arriver aussi haut, à être arrivé aussi haut dans ta carrière même de coach, de militaire, d'athlète, de tout? Ah, moi, je pense pas, honnêtement. Bah, on peut pas savoir tant qu'on l'a pas vraiment vécu, tu vois. Mm. Si t'as pas vécu tous les chemins, Mm. tu peux pas dire à 100% l'exactitude des informations. Mais c'est vrai que moi, à chaque fois que je fais des projets, elle me soutient à 100%. Tu vois, les, les articles que je fais, bah, Mm. les images, c'est moi qui les fais entièrement, tu vois. Ouais. C'est pas du tout généré par IA ou quoi Mm. que ce soit. C'est moi qui passe des heures et des heures sur Photoshop à faire ça. Toi, les derniers posts que j'ai fait, où tu as le muscle up en animation squelette, Mm. j'ai fait chaque image. Ouais. C'est plus de 3 ans d'images. Donc, quand tu passes toute ta soirée derrière ton ordi à jouer avec des os comme ça pour animer un muscle up, Ouais. et que ta femme, elle te dit, bah, je t'encourage, Ouais, c'est sûr. tu vois, je peux vraiment pas me plaindre. Et ouais, non, franchement, sans elle, je, je pense pas que. Non, je pense pas que je serais aussi haut, quoi. Mm. Enfin, haut pour moi, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, tu vois, comme moi par exemple, hein, qui, tu vois, n'est pas en couple et qui n'a pas forcément eu de grosses expériences dans l'amour, tout ça. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais et qu'est-ce que tu dirais pour le futur, des erreurs à ne pas faire ou Sur des choses. l'aspect personnel et couple comme ça, Ouais, là. c'est ça. Ah bah, moi déjà, je trouve que c'est hyper important d'avoir des points communs, quoi. Mm. Tu vois, moi je suis à fond dans le sport. Bah, c'était impensable pour moi que ma copine et ma future femme Mm. soient pas à minima dans le sport, tu vois. Tu vois, enfin, on n'a pas les mêmes profils. Tu vois, je n'aurais pas pu m'orienter vers une femme qui, tous les soirs, on va au bar, on va boire un coup avec les copains, les trucs. Ouais. C'est pas moi, ça. Mm. Donc, pourquoi j'irais m'orienter vers ce genre de femme? Voilà. Et je trouve qu'il y en a beaucoup. Quand tu les regardes, tu dis, mais ils sont où les points communs, quoi. Ouais. Donc, moi, si je dois conseiller. Enfin, je suis pas un expert en amour, hein, Mm. mais trouvez-vous déjà des bons points communs, quoi. Ouais. Moi, avant de construire quelque chose avec ma femme, là, on a construit d'abord une affinité, tu vois, on était limite des potes avant d'être en couple, tu vois. Ouais. Ok. Tu vois, on se tapait des bars, on passait du temps ensemble, c'était pas genre, ouais, qu'est-ce qu'on fait, on veut passer du temps ensemble, bon, bah, on va au resto. Non, nous, on va quasiment jamais au resto, mais on est tout le temps ensemble, quoi. Ouais. Tu vois, je pense que c'est hyper important d'avoir des points communs à l'heure actuelle où, ouais, j'ai l'impression que les gens se perdent un petit peu, quoi. Mm. On est un peu plus dans un mode superficiel Oui. Ouais. que, moi, je veux plus rechercher l'authenticité, tu vois. Mm. Voilà. Ok. Une question que j'aime bien poser aussi, c'est est-ce que si tu en avais pas l'occasion, mais imaginons que tu aies la possibilité d'être né dans une autre époque, est-ce que tu aurais aimé? Oh ouais, les années Mm. 80. Ouais. Oh ouais, les années 80. Ah, ça devait être énorme. Ouais. Ah ouais. Connaître ouais, les plus jeunes ils vont peut-être pas connaître, hein, mais un concert en live de Freddie Mercury, oh, j'aurais kiffé, moi. Ouais. Ok. Ouais, parce que ouais, moi, c'est une question que je pose souvent aux gens, tu vois. Et, Ça, je pense que c'est surtout les trentenaires qui doivent te dire les ouais, années 80. ouais, ça dépend parce que tu vois, moi j'ai le même avec toi. C'est Ok. 70-80, j'aurais aimé, tu vois. Ouais. Mais pourtant, alors que je connais pas trop, mais Ok. je pense que c'est juste la culture que mon père il m'a inculqué pas mal Ah oui. surtout culture musicale, hein, sur ça, Ouais. qui est très importante. Mais c'est vrai que ce serait. Ah oui, il n'y a pas que l'aspect musical, hein, Oui, c'est oui, bah oui. c'est vraiment aussi tout le contexte, hein. Enfin, déjà, on n'avait pas de recul sur l'aspect, l'impact sur l'écologie, donc on va pas se cacher que les gens s'en foutaient un peu plus qu'à l'heure actuelle, tu vois. Tu avais beaucoup moins de trucs. Mm. Donc je dis pas que c'est bien, hein,
C'est-à-dire qu'on était les gens étaient un peu plus insouciants dans les années 80, quoi. Et je t'avoue que j'aurais préféré ça, tu vois, plus que là où t'as des normes sur tout, t'as des restrictions sur tout. Mais l'aspect numéro un, moi, que personnellement je retenais, c'était la connexion et la déconnexion. Parce que tu vois, aujourd'hui, on est hyper connecté, mais en même temps, on est hyper déconnecté. Ouais. Ouais. Est-ce qu'à l'époque, t'avais, je pense, pas du tout le même type de relation? Genre là, quelqu'un que j'ai pas vu depuis 2 mois, je lui envoie un message, il me répond. Tu vois, là, quelqu'un que j'ai pas vu depuis 2 mois dans les années 80, je sais pas comment tu le contactais, mais c'est pas pareil, quoi. Ah oui, non, mais c'est sûr. Ouais, mais complètement. C'est vrai que à l'heure actuelle, après, je pense que pour la génération des 30 ans, nous, on n'est pas né avec, tu vois. On a vu l'émergence. Enfin, je vais parler pour moi, je vais pas parler pour tous les trentenaires. Mais en fait, moi, j'ai du mal avec les réseaux sociaux parce que je le vois surtout comme un outil. Tu vois, je lui dis, il faut que je poste pour ça, pour avoir après des clients, de la visibilité, etc. Enfin, toutes ces conneries, si tu veux aller par là. Mais c'est pas faut que j'aille sur Instagram pour appeler mon meilleur pote ou truc comme ça. Non, si je veux voir mon meilleur pote, je lui envoie un SMS ou je l'appelle directement, je dis on se voit et puis basta, quoi. J'ai du mal, moi, tu vois. Et encore, tu vois, moi j'utilise qu'Instagram, TikTok, truc comme ça. Tu vois, TikTok, je l'ai, mais je crois que je l'ai pas ouvert depuis 8 mois, tu vois. Tellement ça, tu vois, ça me saoule en fait. Donc moi j'ai pas vécu, je suis pas né avec, donc je le vois plus comme un outil plutôt que. Après, je pense qu'il y a aussi un peu une philosophie de vie, tu vois. Moi, j'aime pas discuter avec les gens pendant des heures sur les réseaux. À un moment donné, faut qu'on se voit, quoi. C'est ça. Voilà. Même ma femme, hein, des fois, par exemple, quand je suis sur des missions, des stages, je l'appelle quasiment jamais parce que elle sait très bien que moi, je j'aime pas rester au téléphone. Je suis pas du genre à rester, même si je suis absent pendant 1 ou 2 semaines, je suis pas à rester pendant 1 heure au téléphone. Je dis non, faut qu'on se voit, c'est tout. Voilà. Ça, je suis assez d'accord. Ouais. Après, je pense que ça dépend forcément des personnes. Oui, ça dépend des jeunes, enfin des gens. Ok. On a fait bien le tour de ça. On a dit qu'on parlerait du coup de ton site performancesportif.com. Est-ce que tu peux en parler rapidement pour ceux qui ne connaissent pas et que ça pourrait intéresser? Bon, en tout cas, c'est une ressource que je recommande, surtout si vous faites du street lifting, mais pas forcément que ça. Ouais. Mais voilà. Ouais, parce qu'en fait, du coup, avant de rentrer dans le street lifting, je me suis dit, faut quand même parler du sport au sens large du terme, quoi. Développer ce que sont les qualités physiques, les filières énergétiques dont on a parlé tout à l'heure. Si tu sais pas ce que c'est, tu vas avoir du mal à mettre en corrélation avec une programmation puis une planification. Donc, performancesportif.com, c'est ça. Je développe la performance sportive au sens large du terme, ce qui vous permet ensuite de programmer en athlé, en haltéro, en power, dans quasiment tous les sports. Une fois que vous avez les connaissances, moi je peux faire des progs dans tous les sports. Enfin, voilà. Sans prétention, hein, mais une fois que tu as les connaissances et les compétences, tu peux les retranscrire dans un truc. Hein. Enfin, si j'ai réussi à identifier des trucs sur les dips, alors qu'il n'y avait aucune étude qui me disait, c'est juste par rapport à des compétences et des connaissances que j'ai réussi à retranscrire dans le domaine du street lifting. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis que performancesportif.com, il y a la connaissance au sens large du terme sur la performance sportive, et après des articles plus spécifiques sur le street lifting, mais également aussi sur le power. Vous pouvez retrouver les exercices semi-techniques en power, sur du bench, les spots press, comme ça, et aussi plein d'articles différents sur le street lifting, notamment les points clés, etc. Voilà. Donc voilà, une ressource très complète que je t'invite à aller voir si tu es curieux et intéressé par ça, quoi. Mais ouais, moi comme je t'ai dit, je crois que j'ai lu à peu près tous les articles. Il doit m'en manquer quelques-uns peut-être. C'est gentil parce que il y avait aussi Tesco qui m'avait dit ça. Donc quand tu arrives sur un lieu de compétition et que tu as des gens comme toi ou Tesco qui disent ça fait plaisir, tu vois. Non, la première fois que je t'ai parlé, je crois que c'était ça, c'était à Lorient, je t'avais dit. Parce que tu vois, l'avantage quand même sur les réseaux sociaux, quand tu as des likes ou des trucs comme ça, tu vois un peu la répercussion qu'ont tes posts, tu vois. Sur un site internet, il y a moyen de voir un peu l'audience de ton public, mais tu vois jamais qui, tu vois. C'est comme un podcast au final. Ouais. Donc au final, tu sais jamais si
si tes 6 mois de travaux, ils ont été bien ou ils n'ont pas été bien accueillis, tu vois. Donc non, ça fait plaisir. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu as un livre ou une ressource qui t'a marqué dans ta vie et que tu conseillerais à quelqu'un? Oh, il y en a tellement, franchement. Il y en a tellement. Bon, déjà pour l'aspect anatomie, bon, là-bas, ça restait quand même s'il y a certains points qui sont un peu maintenant à l'heure actuelle controversés ou démodés, si je puis dire, c'est les livres quand même de Frédéric Delavier, qui restent de très bons livres. Jürgen Wenneck, Véronique Bilat, ça c'est pour tout l'aspect préparation physique. Zertowski, j'ai toujours du mal à dire son nom, un peu nom à la con, mais ça c'est vraiment pour la partie prépa physique. Après sur le domaine français, tu avais la Bible de la préparation, voilà, qui était pas trop mal aussi. Maintenant, je t'avoue que je suis quand même plus sur les basiques, hein, Jürgen Wenneck, Véronique Bilat, Zertowski. Aussi, à un moment donné, alors, je pense que ça va être difficile de tous les retrouver, mais je pense qu'il y a des comment dire, il y a des versions numériques qui doivent exister. C'est tous les fascicules de l'INSEP. Tu avais, je sais plus comment il s'appelle, Pascal, je sais plus son nom. Enfin, il développait beaucoup de trucs sur la prépa physique. Ça, c'était vraiment très intéressant. J'invite vraiment les gens à regarder, à se renseigner là-dessus. Et Gilles Cometti. Et après, s'il y a un autre. Ça fait beaucoup, hein, je suis désolé. Ouais. Là, vous avez au moins de la matière. C'est sûr. Et Christian Thibaudeau. Christian Thibaudeau aussi, notamment pour le profil neurochimique, où j'ai fait mes premières introductions dans ce domaine-là grâce à lui, quoi. Ok. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu as des ressources autres que sport, quoi? Ou pas forcément? Je sais pas si tu lis des trucs autres que... Alors, en vrai, je passe mes soirées sur PubMed ou ResearchGate à lire des études scientifiques dans le domaine du sport. Donc, je suis vraiment... je suis très monotache, moi. C'est dans le sport, à fond dans le sport. Et après, en fait, je me disperse pas trop parce que déjà, le sport, il y a tellement... Oui, c'est sûr. T'as jamais fini d'apprendre. Ouais, je dédie vraiment ma vie au sport. Donc, et c'est pour ça je pense qu'à un moment donné, le street, ça passera. Et j'ai vraiment envie de plus élargir après et de vraiment propulser vraiment toute l'information sur... Tu vois, si vraiment, initialement, je me permets une petite aparté, hein, mais je me suis mis dans le street et à vouloir faire des articles complets sur le street. Je me souviens que quand j'ai commencé, j'ai retrouvé une vidéo où je faisais 5 dips à 55 kilos. Mais je te parle de ça, il y a plus de 10 ans, quoi. Il y a même 15 ans, je crois. Et je cherchais à me renseigner justement avec les bureaux des sports dans les armées. Putain, comment on peut progresser en lesté? J'aimerais bien faire un jour 70 kilos, ça serait sympa, tu vois. On dit, bon, un dips, tu descends et tu remontes, c'est simple, c'est comme une traction, tu tires, tu lèves le menton, puis voilà, c'est bon. Tu vois? Alors qu'en fait, non. Moi, j'étais toujours persuadé, même en 2010, que si tu veux être bon sur un mouvement, il y a forcément des choses où le moindre détail compte. J'étais toujours persuadé de ça. Et après, je me disais, putain, mais comment on peut faire? Et tu vois, je me souviens, hein, je me souviens encore en 2013, tester des trucs, je disais, ok, si je fais un dips en étant comme ça, ou alors un dips en étant comme ça, je disais, ah, putain, ouais, comme ça, ouais, j'ai moins mal aux épaules, je sens bien le dos, ouais, comme ça, ouais, quand je suis en bas, mais ça tire bien sur le delto, ouais, comment ça s'appelle ce mouvement, etc., etc. Ouais, donc, c'est hyper intéressant ça. Donc voilà, c'est une petite anecdote. Ouais. Bah écoute, on a fait un bon gros tour honnêtement d'un peu tout. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu voulais parler ou pas forcément en plus? Non, franchement, bon, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. C'était divers et variés, c'était cool. Ouais, carrément. À la fin de podcast, du coup, l'invité, il fait une citation. Est-ce que tu l'as en tête? Ouais, On peut attendre si tu veux. Ah ouais, je pense... Elle peut amener à être développée, mais c'est une citation de régiments qui sont assez connus, les gens font même leur recherche, mais c'est qui ose gagne. Et je trouve que c'est assez transmissible dans les sports de force, parce que bah, tu vois, il faut toujours oser faire des choses pour progresser, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux faire la programmation de Aubin, c'est pas parce que tu fais sa programmation que tu vas devenir Aubin. Il faut oser faire des choses pour essayer de devenir
Là, l'exemple c'était Aubin, mais devenir Aubin ou devenir meilleur qu'Aubin. Il faut tenter de faire des choses. Donc, qui ose gagne. Je pense que c'est pas mal. Ok, trop bien. Ouais. Bah écoute, on va conclure sur ça. Merci beaucoup Romain de ton temps. Laissez un pouce bleu. Ouais. Ouais. Voilà, merci beaucoup Romain. Avec plaisir. Et merci à toi de m'avoir écouté. Merci de nous avoir écouté. À la prochaine. Bye. Parfait.